Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui samedi le 4 juin 2022. Alors, ça va vite, on a beaucoup de nouvelles cette semaine encore. Disons que l'actualité nous donne à penser que s'il y a présentement moins de mesures, ce n'est qu'une accalmie. Ce n'est pas parce que l'assaut des États mondialistes contre les peuples est terminé, mais bien qu'ils sont en train de préparer une étape suivante, auquel cas il faut profiter de ce moment-là pour se reprendre en main de toutes les manières possibles, se responsabiliser, s'harmoniser et être qui on est, nous, et non pas l'extension ou l'outil d'un quelconque système ou groupe de personnes. C'est très puissant ce que je vous dis là, et ceux qui comprennent l'importance de ça savent que c'est quelque chose qu'il faut amener à d'autres personnes qui ne l'ont peut-être pas réalisé encore, afin d'augmenter le nombre de personnes qui vivent des choses en conscience. Donc, ils savent pourquoi ils le vivent et quelles sont les conséquences de choisir des choses à l'intérieur de ce contexte-là. L'autre chose, si vous avez la possibilité de faire des réserves pour de la nourriture, pour des outils de tous les jours, des choses dont vous pourriez avoir de besoin et qui seraient plus difficiles à obtenir via des approvisionnements, la plupart des gens disent « Oui, mais regarde, le prix de l'essence a monté et on a encore des choses dans les magasins. » Oui, il y a encore des contrats au niveau des approvisionnements qui sont respectés, mais par contre, les ajustements qui vont avoir lieu vont probablement amener des modifications à notre approvisionnement au sens large. Autrement dit, si vous avez des choses à acheter, sans paniquer, sans faire trop de réserves, allez-y plus prudemment que moins. Et si vous pouvez aller du côté des riz, les différents riz, j'ai vu dans des grandes surfaces des riz au jasmin, des gros sacs à 20 $. Donc, ceux qui veulent faire des réserves, c'est peut-être un bon temps. Sans exagérer, comme je vous dis, mais en étant plus prudent. Parce que certaines personnes, présentement, malheureusement, n'ont peut-être pas été prudentes jusqu'à présent. Les gens qui nous écoutent, généralement, le sont, mais d'autres ne l'ont peut-être pas été. Puis, au lieu de les avoir du jour au lendemain, se tourner vers vous et dire, ben là, aide-moi parce que je peux pas. Peut-être leur dire, commence tout de suite à faire tes réserves, toi aussi un petit peu. C'est quelque chose que tu peux mettre dans un garde-robe, une pièce qui sert à peu de choses, puis tu pourrais la stocker avec des tablettes un petit peu mieux. Comme ça, s'il arrive une surprise, ben, au moins les gens ne sont pas trop pris au dépourvu. Des appareils qui permettent de boire de l'eau que vous auriez récoltée par la pluie. Une fois filtrée, cette eau-là peut être bue de manière plus sécuritaire que si elle n'est pas filtrée. D'avoir finalement peut-être aussi des conversations peut-être plus sérieuse avec des gens qui autour de vous constituent votre nouvelle famille, que ce soit la famille biologique ou une famille qui s'est créée autour de vous. Peut-être juste voir s'il y a des synergies qui peuvent avoir lieu entre vous et ces personnes-là, non seulement au niveau des approvisionnements propres, mais également de la logistique. Donc, qui s'occuperait d'amener, je ne sais pas, une ressource dont on aurait besoin à un autre endroit pour le sécuriser, des choses comme ça. D'avoir des plans B, mais pas juste individuels, d'avoir des plans B avec d'autres personnes. Puis quand je dis des plans B, c'est d'avoir finalement la possibilité de prendre une feuille blanche et juste inscrire, si vous voulez, des façons dont vous pourriez affronter des situations de la vie qui pourraient être surprenantes, et peut-être un petit peu embêtante au moment où ça arrive. De la même manière que ceux qui n'avaient pas prévu d'acheter des mitaines, des tucs, des bottes pour les enfants avant que le gouvernement coupe l'accès à ça. Vous l'avez vu, en 2020-2021, on a eu une longue suite de mauvaises surprises avec les États qui nous ont coupé l'accès à des choses tout à fait vitales en hiver. Et ils ont dit « organisez-vous ». Et puis les gens se sont organisés, bien sûr, mais ceux qui avaient prévu le coup ont trouvé ça moins difficile que ceux qui ont subi la pleine mesure de ces situations-là, qui étaient probablement pas vraiment utiles pour combattre un virus, mais très bons pour combattre la cohésion sociale. Mais en même temps, les gens qui sont forts ont utilisé cette occasion-là pour se regrouper ensemble, pour être plus forts, pour être capables d'avancer dans une direction que le gouvernement a clairement sous-estimé, et on a été capable de prendre un pas en avant qui, aujourd'hui, nous permet d'être fiers, d'être passés au travers, mais nous permet d'avoir également plus de prudence quand on voit qu'il y a des informations qui circulent comme quoi peut-être à la mi-juillet, il pourrait y avoir d'autres confinements. On n'a aucune idée par où ça pourrait venir, mais par contre, il y a des rumeurs qui courent. Je dis rumeurs.
C'est des documents dont on n'a pas le droit vraiment de mentionner l'existence. Et puis, c'est sûr que vous savez très bien que je ne vous le dirais pas s'il n'y avait pas des choses qui m'avaient été présentées qui étaient convaincantes et de ce que j'en sais officiel. Alors, c'est des choses qui circulent présentement, dont on doit prendre note parce qu'il nous resterait à ce moment-là peut-être un mois et demi pour se préparer à quelque chose qu'on ne comprend pas encore, qui ne fait pas de sens avec ce qu'on nous dit. C'est peut-être pas des histoires de variole simienne ou des champs de fraises ou des tomates qui ont des grippes. C'est peut-être beaucoup plus complexe que ça. Et c'est peut-être dans le sens de ce qu'on lit au niveau de Pfizer, qui veulent se créer un nouveau modèle d'affaires probablement où ils vont emmener des solutions injectables qui vont regrouper des protections contre différentes variantes combinées, donc du multivalent à l'intérieur de chaque injection. Et ça permettrait peut-être d'avoir des prix plus élevés, d'avoir une régularité plus grande, parce que le modèle d'affaires du côté des injectivistes va beaucoup du côté du 3 mois, 4 mois, 6 mois, d'essayer de garder les gens dans cette mouvance-là, où est-ce qu'il y a comme un abonnement à des choses qui rentrent sous la peau. Alors, c'est à vous de voir à continuer à refuser cet ordre mondial-là, parce que plusieurs personnes disent qu'en 2024, il pourrait y avoir comme une espèce d'alignement contre les peuples, afin que l'agenda 21, qui avait été déterminé quand même en 94, si je ne me trompe pas, je pense que c'était le Caire en Égypte où ça avait été fait. Et c'est un agenda qui n'a jamais arrêté en passant. Ça a toujours continué. Il y a des gens qui malheureusement l'alimentent parce qu'ils ont des avantages à l'alimenter. Puis nous autres, on voit que année après année, même semaine après semaine, mois après mois, autant à l'ONU qu'à l'OMS, ces plans-là continuent d'être implantés. C'est des plans qui ne reculent pas et qui viennent qu'à essayer de finalement prendre le pas sur nos vies de toutes les manières possibles. Il faut donc, de notre côté, créer une vie où on peut non seulement bloquer ces plans-là, mais également créer. On est capable de faire plus qu'une chose en même temps et j'en appelle à votre immense créativité, votre sagesse par rapport à cette situation-là, votre calme, parce que vous savez que ce n'est pas ceux qui crient le plus fort qui finissent par avoir raison à la fin, c'est ceux qui sont le plus appliqués et qui créent des travaux qui sont le mieux étayés, qui permettent de vraiment ouvrir les esprits. Parce que peut-être faire une parenthèse là-dessus. Si on a des gens qui décident de crier et d'être dans l'émotion, ça se peut que la personne qui ne comprenne pas le sujet va reculer et va dire, bon, cette personne-là ne semble pas avoir de maîtrise sur son sujet, donc pourquoi moi je la suivrais ou que je la croirais? Donc, ça nous sert d'avoir des gens qui, comme vous, effectuent un pas de recul avant de faire un pas vers l'avant. Vous faites vraiment un travail exceptionnel de valider que ce que vous recevez ne doit pas être pris comme de l'argent comptant. Ça doit être passé à travers un filtre de discernement que vous maîtrisez de plus en plus. Et ma foi, j'ai des gens à qui j'aimerais offrir des félicitations toutes spéciales. Je ne les nommerai pas en vidéo, mais franchement, vous êtes exceptionnels. Et puis, je pense que c'est important de le souligner, mais de tomber dans une forme de médiocrité relative, dans une forme d'argot, de normalisation d'un discours qui semble divertir plutôt qu'informer, ça peut devenir très dangereux pour notre groupe parce qu'on pourrait tomber dans une forme de complaisance qui va très bien servir l'autre côté. Si vous le comprenez maintenant, ça veut dire que vous faites partie de ceux qui allez structurer, qu'importe ce qui arrive. Alors que si vous ne le comprenez pas, vous allez faire partie de ceux qui crient et qui désorganisent quelque chose qui aurait pu jouer en notre faveur parce que justement, on aurait eu l'occasion de s'organiser encore plus dans ce qui aurait été amené comme un chaos, mais ce qu'on pourrait, nous, grâce à notre recul et à notre discernement, transformer, transmuter en quelque chose qui peut nous servir. Je parle de même parce que vous savez très bien qu'on est censuré dès qu'on dit la vérité. Alors, je sais que la plupart d'entre vous comprennent très bien que l'énergie qu'on dégage, les vibrations qu'on dégage, la signature énergétique que je dégage, vous la sentez, vous savez très exactement moi je suis où. Et vous le savez parce que vous le reconnaissez avec vos propres vibrations. On pourrait le dire autrement, mais dans un monde de censure, il y a des niveaux de communication qui s'établissent entre nous qui dépassent simplement les mots qu'on prend.
et je le sais que vous savez de quoi je parle. Alors, je vous ai fait une petite entrée en matière pour vous rassurer à savoir que la plupart d'entre nous sommes prêts, mais il faut qu'on fasse un petit effort pour dire aux gens autour de nous qui ne le seraient pas, et il y en a des millions, qu'il y aurait peut-être là une belle opportunité pour eux-mêmes pendant les semaines à venir où ça va être un peu plus calme, de ce que j'en comprends, de faire des réserves, de parler aux gens, de faire des plans, de commencer avec une feuille blanche puis de la noircir en disant « Coudonc, c'est quoi ton numéro de cellulaire? » Puis dis-moi, toi, tes horaires, ça ressemble à quoi un petit peu? Puis qu'est-ce que tu aimerais faire si on avait à faire un projet commun? Qu'est-ce qui te passionne? T'aimes-tu la plomberie, le jardinage, la rénovation? Est-ce que tu aimes ça réparer des véhicules? Est-ce que toi-même, tu as des connaissances en informatique, en droit des affaires? Qu'est-ce qui te passionne? Tu sais, parle-moi de toi un petit peu. Puis ça va permettre que le jour où il va se passer quelque chose, les gens autour de vous, les gens significatifs, et même ceux qui ne le sont pas en ce moment, vont devenir des gens qui vont avoir une mission dans quelque chose de plus noble que simplement se recroqueviller puis avoir peur. Et quand on se met à s'organiser de cette façon-là, on le fait de manière sereine, on le fait avec une ouverture non seulement au niveau de notre intellect, mais également de notre cœur. Et les autres personnes, qu'elles soient plus fermées ou non, vont connecter à un niveau ou à un autre là-dedans et vont se reconnaître. Le but n'étant pas de les changer, mais simplement de leur tendre la main. Ce que peut-être le gouvernement ne fera jamais, puisque dans les 2 dernières années, il ne l'a jamais fait, à part pour leur demander de montrer le bras et de remonter la chemise. Donc, le travail que nous, on fait est extrêmement différent de ce que l'ennemi fait contre notre pays. Le problème, c'est qu'on a plusieurs personnes qui ne savent pas encore reconnaître une attaque lorsqu'elle est livrée contre eux. On aurait beau leur lire la demi-page de mesures COVID qui a été imposée contre la population, je dis bien imposée par voie de décret d'un parti unique, qui est majoritaire à l'Assemblée nationale et donc qui fait de la démocratie une vulgaire blague. Et ça ne s'arrange absolument pas avec un projet de loi 28 qui continue à polariser et qui ne devrait même pas exister puisque c'est simplement de ne plus faire les décrets. C'est pas de faire un projet de loi pour s'adresser des décrets, c'est de juste ne plus les faire. Et évidemment, on n'est pas dans cette discussion-là, on est rendu dans des diatribes où des parlementaires, des élus essayent de faire du millage politique sur une question qui, socialement, devrait être réglée beaucoup plus vite. Alors, je vous ai parlé de tout ça, mais c'était pour vous parler de quelque chose d'autre qui me passionne, et c'est l'open source. Je vous en ai parlé brièvement lorsque je vous ai présenté ma vision des choses pour des campus multifonctionnels. J'ai eu des très bonnes questions qui ont été posées aussi suite à la vidéo, parce que des gens se demandaient, mais là, ça ne ressemblera pas à des prisons? Puis la réponse, c'est non. En fait, n'importe quoi peut être une prison. On n'a pas besoin d'attendre de bâtir des campus multifonctionnels pour que des universités, des collèges, des écoles secondaires avec des gymnases soient eux aussi des prisons. L'idée des campus multifonctionnels est simplement d'avoir une vision du monde de la productivité qui sortait du système de prison des employeurs privés actuels dans plusieurs cas. Pas tous, mais dans plusieurs cas. Ceux qui travaillent, par exemple, pour des grands transporteurs savent très bien, je ne les nommerai pas, c'est des grandes compagnies qui font de la livraison. Eux autres, ils doivent se soumettre à chaque fois qu'ils rentrent dans leur travail à des détecteurs de métal, à des agents de sécurité, à des questions. C'est peut-être pour le bien, mais en même temps, c'est très excessif. Puis ça vous fait comprendre que les histoires d'entreprise-prison, ça existe aussi, là. Et puis, c'est simplement qu'aujourd'hui, l'esclavage économique, on met des noms qui n'ont pas l'air d'esclavage. Mais à quelque part, si on regarde l'ensemble de l'équation, il y a une forme d'esclavage qui est plus pernicieuse, qui est rendue très réelle dans la vie de plusieurs personnes. Et on veut sortir de ça. Donc, la manière d'en sortir, c'est un peu d'Hydro-Québec-isé dans le sens noble de ce que c'est, parce que je sais qu'il y a un côté dark à Hydro-Québec, des ressources qui permettraient à ce que le monde du travail ne soit plus entre les mains d'une petite caste de multimillionnaires et de multimilliardaires, mais bien du peuple lui-même.
Donc, on serait propriétaire de nos complexes qui seraient des campus multifonctionnels. C'est comme ça que je les appelle. C'est beau, c'est majestueux, c'est magnifique. On va là pour simplement s'isoler si on a besoin, être en équipe si on a besoin, être dans un auditorium si on a besoin, être dans un green screen si on a besoin de faire des vidéos comme je fais là sans qu'il y ait trop de chiens qui jappent ou de trains qui passent. C'est dans des ateliers pour ceux qui veulent créer des choses mécaniques, des robots, n'importe quoi, des entrepôts, des ressources qui fait en sorte que les gens peuvent connecter entre eux au-delà de ce que l'employeur simplement peut offrir dans un contexte de travail de cubicule jour après jour. Donc, ça permet aux gens d'avoir une vie qui est palpitante, qui est excitante, puis qui est proche de la maison en tout temps, parce que tous les campus sont connectés, de sorte que si quelqu'un va à un autre campus une autre journée, il n'y a aucun problème. Puis si un employeur est nerveux, ben, qu'il continue à avoir ses employés à son entreprise lui-même. Et c'est bien correct parce que peut-être 20, 30, 40, 50% de la population va de toute manière migrer vers une forme ou une autre de campus ou du travail à domicile qui va être de plus en plus rehaussé avec des maisons de mieux en mieux adaptées pour travailler de la maison. Mais il ne faut pas non plus qu'on tombe dans le piège que tout le monde finisse par rester dans la maison tout le temps. Parce que ça aussi, ça peut être une forme de prison. Les gens qui disent, ah ben, si la prison, c'est un campus. Non, non, fais attention. La prison, ça peut être la maison aussi. Les confinements qu'on a vécus depuis 2 ans, c'est une forme de prison domiciliaire. Alors, comprenez que ce que moi, je veux faire, c'est de faire exploser les murs qui, présentement, se referment avec une structure qui ferait en sorte que pour le même prix qu'un tramway à Québec, la Ville de Québec pourrait se ramasser avec plusieurs campus d'1 milliard chacun et que ce seraient des édifices qui seraient absolument fantastiques au niveau de l'architecture. On aurait finalement des bibliothèques sur des stéroïdes. Autrement dit, moins de livres, beaucoup plus d'espace pour travailler et finalement des espaces qui appartiennent à tout le monde dans le sens de démocratiser l'accès à des installations qui égalisent des opportunités. Parce qu'actuellement, les agendas qui aident la population ne sont pas si nombreux que ça dans les gouvernements et c'est un immense problème parce que c'est nous qui finançons quelque chose qui devient de plus en plus inhumain alors que moi, ce que je veux, c'est de donner le plus de pouvoir et d'outils possibles entre les mains des humains afin d'humaniser à peu près toutes les facettes de notre société. C'est un tout autre aspect que j'amène parce que je crois que ça rejoint ce que vous voulez. Vous voulez une efficience qui va à la vitesse de votre imagination et non pas à la vitesse d'une technocratie qui bénéficie de la non-innovation. Alors, ça m'amène au sujet que j'ai mentionné pour les campus multifonctionnels qui est l'open source, le libre. Donc, la stratégie que je vais vous proposer, je vais l'étayer sur papier aussi après, mais je voulais la livrer cette fois-là en live avant de la mettre à l'écrit. C'est la priorité au libre, le PAL, ou on pourrait même dire des politiques de priorité au libre, en parlant de l'open source, du logiciel libre, parce que vous connaissez les logiciels libres, Linux par exemple, mais le libre, c'est plus large dans mon idée que simplement les logiciels. La licence Creative Commons que moi j'utilise pour publier à peu près tout le temps et partout, ça fait en sorte que mes réflexions, ce que je produis, ce que je crée à tous les jours en tant que créateur de toutes sortes de choses, des informations, des idées, des concepts, des avancées, des façons de structurer notre pensée afin de reprendre le plus possible notre pouvoir en toutes choses, ben, je les publie pour que les autres puissent le prendre et dire « Parfait, j'ai des blocs là-dedans que j'ai besoin, on peut continuer à bâtir. » Mais imaginez si on faisait ça au niveau social, parce que l'open source a un immense problème. Certains projets sont tellement bien financés qu'ils sont achetés à coups de milliards par des transnationales, IBM, Microsoft, qui ont acheté des grands pans de l'open source et qui ont gardé les technologies dans la logique de l'open source. Donc, probablement qu'il y a certaines personnes dans ces compagnies-là qui respectent assez l'open source pour le laisser comme il est là. Ou qui voient un incitatif économique à le faire, mais dans un cas comme dans l'autre, au moins, ils ont été bons joueurs jusqu'à présent. Mais d'autres compagnies, que dis-je,
si on regarde GitHub, juste en 2019, il y avait quoi? 140 millions de projets open source, juste dans GitHub, juste en informatique. Et il disait que pour l'année 2020, il y en avait comme 50 millions de nouveaux projets qui s'étaient ajoutés. Puis depuis ce temps-là, je n'ai pas regardé, mais je le sais que ça grossit encore plus dans GitHub. Donc, on peut imaginer qu'aujourd'hui, on a dépassé probablement facilement les 200 millions de projets informatiques open source dans GitHub. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui de plus en plus vont utiliser la plateforme de partage, de travail partagé, de travail mutualisé de GitHub pour des projets qui dépassent simplement l'informatique. Et c'est là une excellente nouvelle, parce que nous, ce qu'on veut, c'est de l'open source, pas juste au niveau de l'informatique, mais dans tous les domaines de la société. Imaginez pour un seul instant s'il existait pour le domaine des produits naturels, des produits pharmaceutiques, de la recherche au sens large, en sciences de la vie, en biologie, même en intelligence artificielle ou en identification, même s'il y avait de l'open source, on pourrait vérifier le code. On pourrait aller voir le code et comprendre ce qui se fait. Donc, au lieu d'avoir une petite caste de peut-être 100 personnes qui comprennent quelque chose, on en aurait peut-être 100 000. Imaginez le potentiel absolument inédit d'innovation qu'on pourrait avoir si tout le monde avait accès au code. Maintenant, je vous entends. Ce n'est pas tout le monde qui comprend le code informatique, de la même manière que ce n'est pas forcément tout le monde qui va comprendre les outils comme les spectromètres pour faire de la recherche biomédicale. Mais par contre, si on ouvre le champ de connaissances, on peut s'attendre qu'en une seule décennie, beaucoup de gens vont devenir beaucoup plus familiers avec des termes qui auparavant étaient compliqués à comprendre. Regardez par exemple l'immense progrès qui a été fait depuis le début de la crise COVID sur la compréhension par exemple des coronavirus ou des influenza. Vous êtes mieux outillés que vous ne l'avez jamais été. Donc, imaginez un monde open source où les encyclopédies, les Larousse, les Britannica, les Robert, nommez-les comme vous voulez, deviennent de la propriété publique à quelque part. Dans le sens que vous avez accès à des informations qui, présentement, sont gardées comme des chasses gardées derrière des copyrights, que moi j'appelle des copy wrong, des brevets, des informations finalement qui sont limitées à des initiés qui profitent sans fin. Et c'est une bonne chose que tout le monde s'enrichisse, mais là on constate que l'enrichissement est toujours concentré entre les mains soit des actionnaires ou d'un nombre très limité de tenants, ce qui fait qu'on a une société où ça devient très difficile de créer parce que aujourd'hui, vous avez vu, il y a des trolls dans les réseaux sociaux, mais il y a également des trolls dans les copyrights. Donc si quelqu'un fait quelque chose de beau avec une innovation, il a besoin d'une équipe complète au niveau des avocats parce qu'il va se faire attaquer par des trolls qui vont dire « Ah, moi j'ai développé tel élément dans ton immense bebelle que tu as créé, il y a tel élément qui m'appartient, fait que soit tu me payes des prix incroyables au niveau d'une forme de licence, ou encore je te poursuis, puis bon, ça commence des procédures complètement byzantines là, qui vont détruire l'innovation. Donc, la destruction de l'innovation, ça mène à la destruction du potentiel d'enrichissement du peuple. Puis, on veut que nos voisins, puis les gens qui nous entourent puissent s'enrichir, mais si tout ce qui nous entoure, c'est des Microsoft Word qui sont protégés par des copyrights, eh bien, ça devient très difficile. Alors que si c'est des logiciels libres, des logiciels open source, ben on peut aller voir le code. On peut aller dans GitHub pour la plupart, ils sont presque tous là, et on peut aller voir le code, on peut dire « Ah, tel élément de code, wow, ça m'intéresse », puis on a juste dans nos notes à référer qu'on l'a pris à tel endroit, puis ça fait un clin d'œil à la personne qui l'a créé, mais on a le droit d'utiliser le code, c'est de l'open source. Vous savez que le gouvernement du Québec, on ne parle même pas du gouvernement du Canada, ni du gouvernement de Doug Ford en Ontario, annuellement, juste au Québec, on dépense, de ce que moi j'ai eu comme information, plus d'1 milliard pour des licences chez Microsoft. C'est les licences qui sont utilisées par les employés, les fonctionnaires provinciaux du gouvernement du Québec, du parapublic, afin de pouvoir utiliser Microsoft Word, puis Excel, puis PowerPoint dans leurs choses. Et à mon sens, ça, c'est une occasion manquée pour le gouvernement du Québec de faire de l'open source. On devrait avoir des logiciels open source que nos milliers d'experts en informatique au Québec pourraient ajuster au niveau du code. Si des gens au gouvernement du Québec disent « Bon, j'ai déjà vu chez Word qu'on pouvait faire telle chose, est-ce qu'on peut le faire avec le logiciel libre aussi? » Bien, on peut partir avec la plateforme, l'ajuster, la mettre meilleure, et en bout de ligne, annuellement, on n'a pas à payer 1 milliard ou des milliards à Microsoft.
on est capable de s'organiser nous-mêmes. Vous allez me dire, oui, mais est-ce que c'est assez solide d'aller vers l'open source? Bien, la quasi-totalité des plus grands serveurs dans le monde sont utilisés avec le système d'exploitation Linux, qui est complètement open source. Ceux qui connaissent LAMP savent très bien que c'est basé sur Apache, qui lui aussi est open source. La plupart du temps, on programme, mes forums sont programmés en PHP avec le script open source lui aussi, PHPBB, ou avec des blogs qui sont basés sur WordPress. Donc, je suis un exemple vivant qu'avec la base de données MySQL, on peut faire des choses absolument magnifiques et partir avec des bases open source. Puis avec le temps, ben, les gens qui ont des talents, qui sont capables de, par exemple, bien parler, ils peuvent aider à traduire ces logiciels-là ou qui sont capables de coder, ils vont être capables d'améliorer le logiciel. Donc, imaginez si le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, au lieu d'envoyer le milliard à Microsoft ou peut-être leur envoyer 100 millions pour des choses qu'eux font que personne d'autre fait, qu'on leur envoie seulement une petite partie alors qu'on envoie l'essentiel, la priorité au libre, qu'on envoie peut-être, je ne sais pas, 900 millions par année à des gens qui développent des projets open source. Ça, ce serait juste le Québec. Imaginez toutes les autres provinces, imaginez tous les États américains. Moi, j'aimerais ça qu'on fasse quelque chose. Je ne peux pas encore vous dire très exactement comment ça va s'articuler, mais j'aimerais qu'on aille l'open source, le libre, en toute chose. Que le gouvernement du Québec, qui n'arrête pas de dire qu'ils sont pour la transparence, mais s'ils sont vraiment pour la transparence, pourquoi ne pas donner priorité au libre? Parce que c'est la seule façon qu'on peut avoir une vraie transparence. Moi, je peux aller voir le code, je peux regarder s'il y a des erreurs, je peux regarder voir si je pourrais améliorer quelque chose et je peux faire une contribution à GitHub afin d'aider le projet open source. Dans ce cas-là, si le gouvernement du Québec donne la priorité au libre, même l'identité numérique pourrait être développée dans le libre. Ça ne veut pas dire qu'elle serait éthiquement bonne, mais au moins, on serait ceux qui pourraient mettre du code dedans pour s'assurer que ça ne puisse jamais devenir tyrannique. On pourrait mettre des kill switch, on pourrait mettre des choses qui nous permettraient au niveau du peuple d'avoir un contrôle beaucoup plus grand sur le code que ce qu'ils sont en train de tricoter derrière des portes closes avec un budget de quoi? 4 milliards? C'est pas de l'open source qu'ils développent, j'en suis certain. Et sinon, ils l'auraient dit. Ou s'ils le font, ils sont tellement discrets qu'on ne le voit pas. Alors, ceux qui connaissent le projet savent peut-être des choses que moi, je ne sais pas. Mais pour l'instant, ce que moi, je vois, ils ne sont pas actifs dans les plateformes que moi, je surveille pour l'open source. Donc, ça veut dire qu'au niveau de la plateforme qu'on recherche, nous, en tant que citoyens, c'est de l'accessibilité, de la flexibilité, de la transparence et surtout une démocratisation de la connaissance et de l'état de la science. Ça fait en sorte que tout le monde est sur la même page. Le libre permettrait à tous les employés d'avoir beaucoup plus confiance dans les outils qu'ils utilisent. Parce qu'actuellement, c'est du code fermé. Quand on dit du closed source, c'est donc le fun, j'ai payé 100 $ par année pour des applications chez Microsoft. Oui, mais qu'est-ce que tu sais du code que tu utilises? On ne le sait pas. Il pourrait nous espionner qu'on ne le saurait jamais. Parce que c'est un code qui ne peut pas être vérifié. Ou alors seulement par les informations qui rentrent et qui sortent. Mais comme c'est généralement encrypté, on n'a pas personne chez nous assez d'argent pour se payer des machines pour vraiment désencrypter ça en temps réel. Donc, en bout de ligne, on ne sait pas vraiment ce qui se transite comme information entre ces grandes compagnies-là et nous. Souvent, on nous montre qu'il y a des feuilles par rapport à la confidentialité qui ont été rédigées par des avocats, mais c'est tellement long, c'est tellement difficile à s'y retrouver. Ça n'a pas été fait pour qu'on le comprenne, ça a été fait pour protéger la compagnie qui est le tenant du copyright. Alors, pour nous, en tant que pays, en tant que coin du monde, je pense que c'est notre responsabilité d'arriver avec une idée qui est cohérente, qui est constructive, qui est positive, qui est le fun, qui est à notre image, puis qui nous permet, à travers l'open source et la priorisation de l'open source, d'amener des changements importants et immédiats dans tout. Maintenant, vous savez que je vais vous amener quelque chose qui va vous permettre d'être fort excité par rapport à cette idée-là. Imaginez du jour au lendemain que toutes les subventions, toutes, aux universités, dans les centres de recherche, même dans le privé, ne sont données que si les projets ont donné une priorité absolue à l'open source. Voulant dire qu'il peut y avoir du closed source occasionnellement et décidé par un comité de citoyens qui peut déterminer, oui, on accepte que, mettons, pour 5 ans, tu aies une closed source, mais après ça, tu as eu de l'argent du gouvernement, ça revient open source. Ça fait en sorte que la population va avoir
des gens qui, dans des centres de recherche et qui se font donner 90% du budget par le gouvernement, à la toute fin, il y a, on la nommera pas, une compagnie pharmaceutique qui arrive avec 10% du budget, puis elle a l'air toute fine, toute gentille. De toute façon, c'est une déduction au niveau gouvernemental. C'est même pas de l'argent qui vient vraiment d'elle en bout de ligne, c'est de l'argent qui vient des citoyens. Et puis qui ramasse 100% de la propriété intellectuelle en disant « Ah, moi, je suis la bonne personne pour le mettre en marché. » Mais qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient d'envoyer l'argent du public pour faire de la recherche avec probablement une dizaine, une trentaine, une centaine de chercheurs qui ont mis leur trip là-dedans pour découvrir des choses et que ces choses-là vont devenir l'objet d'une forme de prison intellectuelle, prison de propriété intellectuelle pour toujours, ou presque toujours, pour tellement longtemps que la science va avoir avancé puis on n'aura plus besoin à ce moment-là, mais l'idée, c'est que ça ne génère pas de la richesse chez ces 10 ou ces 30 ou ces 100 chercheurs-là comme ils pourraient en avoir. Peut-être qu'ils vont tous avoir une job, peut-être qu'ils vont tous être contents de gagner 65 000 par année, c'est possible. Mais qu'en est-il si ces personnes-là avaient pu dire « Nous devenons la source, la référence pour toutes les personnes qui, dans le monde, ont besoin de la recherche clinique qu'on a financée à travers les fonds publics. » De sorte qu'ils peuvent devenir les gens qui vont faire le support de l'idée qu'ils ont mis au monde. Ils vont en faire beaucoup plus d'argent que juste 65 000, je peux vous assurer ça. Si on se fie au projet open source, les gens deviennent excessivement riches parce que justement les projets sont open source. Et puis ce qui va arriver, c'est que puisque les projets sont open source, ça va attirer plein d'autres gens qui ont des idées qui sont complémentaires parce que c'est pas destructif. Les gens qui ajoutent au projet open source, ben ils ajoutent au projet open source. Ils ne sont pas une menace pour une compagnie transnationale étrangère basée dans un paradis fiscal dont le seul espoir est d'embarrer l'idée autant qu'ils peuvent avec des cadenas de la sécurité puis des avocats jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien à faire avec l'idée sauf ce qu'eux font avec une pilule vendue 430 $ par pilule. On nommera pas des compagnies dont le nom commence avec un P, mais évidemment, vous savez très bien que notre société ne s'enrichit pas du tout avec ça. C'est des tenants très, très peu nombreux qui vampirisent notre génie, notre création. Puis on se retrouve avec plein de chercheurs qui, eux autres, doivent être revus par des pairs, qui est une méthode qui a été développée pour embarrer les chercheurs dans une complaisance envers les autres chercheurs, puis ils peuvent contaminer ce pool-là avec des mauvais chercheurs qui approuvent beaucoup les autres. Donc, tout le monde dit que ce qu'ils font, eux, est bon pour pouvoir avoir le retour puis être approuvé par cette personne-là qui est complaisante, mais malveillante. Présentement, à la recherche, là, il y a un gros travail et un gros ménage à faire là-dedans, énorme. Ceux qui travaillent en recherche m'en parlent, pas tous. Ceux qui m'en parlent. Et puis, on voit qu'au Québec, si on veut s'enrichir, il faut passer par l'open source. Il faut qu'on fasse éclater les chaînes du copyright, qui est un copy wrong sur toute la ligne. C'est pas fait pour nous, ça l'a jamais été. Il n'y a rien de bon pour nous là-dedans. Ça augmente les prix pour rien et ça fait en sorte qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'innovation. C'est de la médiocrité qui est entretenue décennie après décennie. Et puis, c'est pas comme ça qu'on veut exister. Pourquoi aujourd'hui le Québec se contenterait d'être une espèce de pâle reflet d'un modèle social qui a manqué son coup dans les dernières décennies, plutôt que de prendre l'occasion, son innovation, sa souveraineté et faire de la priorisation du libre une de ses priorités en toute chose, que vous soyez à un petit niveau, à un haut niveau, vous allez gagner à faire du libre une priorité parce qu'enfin, les logiciels vont commencer à vous ressembler. Enfin, les solutions en santé vont commencer à ressembler à ce qu'on veut vraiment et non pas à une prison où les pharmaciens n'ont pas le droit de parler d'autre chose que ce qui est derrière leur comptoir. C'est ridicule. C'est des gens intelligents, c'est des gens qui veulent parler, mais s'ils devaient parler, ils se trouveraient à froisser un ordre qui, lui, a sur ses conseils d'administration trop souvent des gens qui sont des tenants de l'industrie qui profitent de ces copyrights-là. Et même si on en profite ailleurs dans le monde, il y a des gens qui disent « Ah, mais les compagnies canadiennes ont de la propriété intellectuelle, donc il ne faudrait pas que les Chiliens ou le Pérou sachent de quoi il s'agit. » Mais au contraire, quelle façon old world de parler! Parce que si on permet à, mettons, 200 chercheurs chiliens de s'amuser avec de l'open source, ce qu'ils vont faire va être vraisemblablement de l'open source aussi. Puis, ça va aider notre idée.
Puis si jamais ils veulent faire un closed source, puis ils disent « Ah, nous sommes, je sais pas, les Chiliens ou les Péruviens qui allons créer le nouveau Microsoft », ben faites-le. C'est parce qu'on va avoir notre Linux qui va avancer comme un train, puis lui, il va avoir des gens de l'Allemagne, du Japon, puis de tous les autres pays qui vont faire de l'open source. Puis toi, avec ta solution closed source, ben inévitablement, tu n'auras pas le 100 000 programmeurs en arrière qui vont faire que ça va être meilleur. On l'a vu avec WordPress, on l'a vu avec plein de projets. L'open source permet à tout moment de prendre un build et d'aller dans une autre direction, et c'est ça la beauté de l'open source. Si on fait ça en santé aussi, ça va assurer aux gens d'avoir non seulement des prix les plus bas possibles, d'avoir des approvisionnements les plus variés et les plus diversifiés possibles, mais pour arriver là, il faut régler le financement. Puis ça passe par l'argent public, parce qu'actuellement, que ce soit en médicaments, que ce soit en informatique, que ce soit dans toutes les solutions qui nous entourent, on ne fait pas assez appel à l'open source. Et on devrait. La priorisation à l'open source, là, ça ne veut pas dire l'absolue totalité. Ça veut dire qu'on peut rester avec certaines solutions qui coûtent des sous à travers un privé. Pourquoi pas? C'est correct de faire ça comme ça aussi. Mais à chaque fois qu'on a l'occasion, c'est d'aller vers l'open source parce que c'est là qu'on va permettre qu'il y ait un nombre énorme de gens qui s'enrichissent avec le projet. Comment une personne peut devenir riche avec un projet si c'est open source? Bien, la personne peut être celle qui est l'inventeur et qui opère une usine qui l'offre, mais elle peut également tolérer qu'il y ait une autre usine qui l'offre, mais à quelque part, les gens vont acheter probablement les deux produits. Puis, il va y avoir de l'argent pour tout le monde. Donc, non, il n'y aura peut-être pas de multimilliardaires, mais il va y avoir plein de monde qui vont être millionnaires. Fait qu'en tant que société, ça va finir par revenir. On a des vases communicants au niveau de la circulation de l'argent dans notre économie. Et puis finalement, la personne dit, bon, ben finalement, je n'étais peut-être pas multimilliardaire, mais je vis tellement bien. C'est comme, j'aime beaucoup mon 18 millions de dollars en banque pour avoir fait de la consultation pour faire de la sécurité supplémentaire sur mon idée d'open source. Puis là, je l'ai vendu à d'autres pays qui en avaient besoin. Puis là, je viens de finir une solution pour l'Arabie Saoudite. Puis c'était super. Puis l'open source ouvre à peu près toutes les portes, alors que le closed source, le copyright, que moi j'appelle le copy wrong, ça fait en sorte que vous êtes condamné à essayer de forcer quelque chose dans la gorge du monde ou d'essayer de le survendre pour qu'ils finissent par l'acheter. Ça épuise, ça amène nulle part, vous êtes tout le temps en arrière parce qu'il y a tout le temps quelqu'un à l'autre bord qui dit « Hey, wow, c'est une belle idée, je vais la faire en open source ». Puis du jour au lendemain, il se ramasse avec 30-40 bons programmeurs qui sont de partout dans le monde et qui contribuent à l'idée. Et puis vous êtes en train d'essayer de vouloir payer vos programmeurs, puis c'est tough, puis tu essaies d'embarrer le monde, mais à un moment donné, l'idée, elle sort. Puis tout à coup, ce que tu voulais vendre, ben, tu n'es plus capable de le vendre parce que l'open source te dépasse. Fait que oui, tu as une petite fenêtre d'opportunité de 2 ans pour essayer d'en vendre autant que tu peux, mais éventuellement, l'open source prend le dessus. Puis c'est là que le Québec pourrait s'illustrer, puis le Canada, même chose. On devrait faire la priorité au libre. Parce que notre société de transparence puis de connexion à la population, bien, ça va passer par des solutions comme ça. Imaginez pour un instant si les solutions de vote électronique étaient en open source. On aurait accès au code et on pourrait changer le code. Et on pourrait même faire en sorte que le code soit à l'intérieur d'une blockchain qui le rendrait impossible à changer. Et ce qui ferait en sorte qu'on pourrait avoir des kill switch. Si quelqu'un essaie de changer quoi que ce soit, tout arrête. Et puis à ce moment-là, nous, on pourrait s'assurer que le code qu'il y a dedans n'est pas un code qui est compromis. Vous savez, l'open source, ça touche absolument tous les aspects de notre société et on n'en parle pas assez. Il n'y a pas assez de gens qui le disent. Mais je le sais qu'en dedans de vous, ça brûle puis ça vous rejoint, mais c'est à vous d'en parler. J'ai beau en avoir parlé aujourd'hui, ce qui va être la magie. Moi, je peux être un tronc sur un arbre. Puis Dieu sait que je suis probablement accroché à d'autres troncs, là, parce qu'il y en a d'autres qui en parlent aussi. Mais il va y avoir plein d'autres branches, puis c'est à l'infini. Puis des feuilles à l'infini. L'idée, c'est qu'on est là pour créer la vie, engendrer la vie. Ben, l'open source, c'est bien plus la vie que le closed source. Parce que le closed source fait vivre juste une petite partie, alors que l'open source a le potentiel de faire vivre tellement grand, tellement nous, tellement infini, puis tellement justement quelque chose qui est capable à travers nos vibrations, d'amener la certitude à notre jeunesse qui ne part pas avec rien. Aujourd'hui, tout doit être payé avec des mensualités, que ce soit l'électricité, l'Internet, le téléphone cellulaire. Regardez la quantité de mensualités qu'il faut que vous payiez à tous les mois. Ça n'a pas de sens. Il devrait y avoir une façon
d'opérer pour pas qu'on soit pris avec ce genre de contraintes-là, pour pas qu'on emmène nos enfants dans un monde où est-ce que si tu ne payes pas à tous les mois, tu n'existes plus, tu es rayé de la carte, tu n'as plus d'électricité, tu n'as plus d'Internet, tu n'as plus de téléphone, tu n'as plus rien. C'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Puis actuellement, le modèle qu'on leur donne n'est pas celui qu'en dedans de nous, on ressent. Alors, si pour vous, ces idées-là, là, c'est important, faites-les vôtres. Un peu comme tout ce que je fais depuis le début, depuis que je vous parle, depuis des décennies, je donne tout. Parce que si je ne le donne pas, je ne serai pas en cohérence avec qui je suis. Je vois l'autre personne, puis je vois une opportunité incroyable. Je regarde une autre personne, puis ce que je vois, c'est la plus haute version de moi-même, mais une personne qui va rayonner la même chose, à ce même niveau-là, mais à la plus haute version d'elle-même. Donc, je ne peux pas regarder l'autre et dire « Ah non, moi je vais te tenir en laisse à toutes les années, il va falloir que tu me payes un 100$ tout le temps pour mon Microsoft Word, puis tu n'arrêteras jamais de payer. Puis oh oui, il m'a développé, moi, le même logiciel qu'il y a 10 ans, là, à quelques affaires près. Il est même beaucoup moins compréhensible qu'il y a 10 ans là, dans le code Word. Mais essentiellement, si on peut dire, on règle que telle chose peut être démocratisée, donc on le fait. Mais on le fait à travers de l'open source qui fait en sorte qu'on peut vérifier le code, on peut le modifier. Imaginez le monde incroyable qu'on livre à nos enfants. Imaginez les possibilités qu'on ouvre pour eux simplement en prenant une décision aujourd'hui en conscience de se respecter assez pour aller de l'avant avec une idée comme celle-là. Eh bien voilà, c'est une idée que je vous transmets, que je vous donne et je vous le dis à toutes les diffusions. Continuez d'être merveilleux, c'est incroyable ce que vous faites, ce que vous accomplissez. Continuez de travailler en discernement. N'oubliez pas, vous allez être tenté à gauche, à droite, avec toutes sortes de choses, mais vous allez comprendre que plus ça va, c'est d'une part, notre travail, c'est d'opposer l'ennemi, et de l'autre côté, en même temps, c'est de créer ce que nous, on veut créer. Des gens qui disent « Ah, s'il coupe l'eau, qu'est-ce que je vais faire? » Bien, achetez-vous une bassine. Ça se vend dans des sites web ou des magasins, puis achetez-vous-en 2 si vous avez une famille, puis essayez de commencer comme ça. Puis où est-ce que je vais purifier l'eau? Ben oui, ça coûte 500$. Une battante pour purifier l'eau en plus grand volume. Puis au moins, si jamais un jour on n'a plus d'électricité, ben au moins on prendra l'eau qui pleut de temps en temps, puis on pourra donner ça non seulement à notre famille, mais peut-être aux gens dans notre quartier. Puis, il faut s'organiser pour recréer à l'extérieur des réseaux de contrôle. Et puis, les réseaux de contrôle, bien, en même temps, il faut en prendre possession. En prendre possession, c'est simplement d'affirmer notre souveraineté sur les choses qu'on a déjà payées. Fait que c'est pas malveillant. C'est simplement que c'est à nous. C'est simplement qu'il y a des gens qui nous font croire que ça ne l'est pas. Alors, c'est à nous de remettre le diapason à la bonne fréquence, celle où c'est nous qui allons continuer quelque chose qu'eux ont profité, mais on va le continuer avec une méthode différente. Celle où on va faire fonctionner le système pour le peuple et non pas pour des petits tenants. J'ai vu l'autre jour qu'un ministre de la CAQ s'est rendu pour parler au QG 100. On en avait parlé parce que à l'origine, c'était François Legault qui s'était rendu là. Il ne voulait pas que personne le voie. Puis quelqu'un l'avait photographié en train de descendre d'une camionnette pour aller à ce dîner-là. Et puis là, ben, encore une fois, ça n'a pas été mentionné nulle part, sauf qu'à un moment donné, je suis tombé sur une de mes recherches, j'ai dit « Wow! Un autre ministre de la CAQ qui est allé parler au QG100, je ne savais même pas que c'était réuni. » Tu sais, c'est pas correct que des lobbies aient tout le pouvoir au Québec puis au Canada. C'est le peuple qui devrait avoir le pouvoir pour pouvoir réaliser son plein potentiel. C'est même pas contre les membres du QG100. Ils feront bien ce qu'ils veulent, mais pas contre nous. Puis si c'est pas contre nous, pourquoi tout cacher? Pourquoi pas diffuser tout ce qu'ils se disent? Pourquoi il n'y aurait pas la transparence qu'ils disent que le gouvernement devrait toujours avoir? Tout le monde est pour la transparence, puis pour les choses importantes, même pour les réunions, pour le comité COVID du gouvernement du Québec, on n'a jamais vu une seule diffusion vidéo. On n'a même jamais eu ni l'ordre du jour, ni les participants, ni les conclusions, à part pour se faire garrocher en pleine face des décrets. Du jour au lendemain, là, le soir, tu disais, bon, je me couche, puis le lendemain matin, décision de la CAQ, du gouvernement, d'imposer telle chose, mais c'est quoi ça? Voyons, c'est pas nous, ça. Nous, on va dans un sens de consensus, on va dans un sens d'organisation qui est pour le peuple. Alors, si on voit des comportements comme ceux-là, on les dénonce, on les dissout, parce que c'est pas comme ça qu'on veut que ça fonctionne. Puis en même temps, on est capable de créer nos structures. Donc, c'est pour ça que je vous ai amené coup sur coup 2 idées. Celui des campus multifonctionnels, où est-ce qu'on réorganise complètement la structure et la logique du travail,
puis qu'on rapproche tout de la vie des gens et on permet aux gens d'avoir une vie littéralement paradisiaque. C'est comme aller à un resort à Punta Cana, mais qui va être à Beauport, puis qui va être à Cap-Rouge, puis qui vont être tellement beaux, tellement bien prévus, tellement bien faits, que les gens vont adorer leur nouvelle vie. Tu sais, de les mettre dans un tramway ou un autobus ou dans le trafic, ça revient au même. Il faut changer le modèle. Nos enfants veulent nous voir comme des innovateurs, comme des gens qui sont capables de se prendre en main assez pour dire non, c'est pas l'autre qui décide tout. On le respecte s'il en décide. Merci quand c'est des bonnes décisions, mais nous aussi on existe, nous aussi on avance, nous aussi on est capable de faire des choses. Alors aujourd'hui, ce que je vous transmets là, c'est aussi bon pour la France que pour le Québec, que pour le Canada, que pour le Nouveau-Brunswick, que pour tous les endroits où vous m'écoutez, incluant en Afrique. Qu'importe où vous êtes, c'est de reprendre le contrôle à travers des mécanismes systémiques qui ont permis à des élites de prendre tout le contrôle, la technocratie. Nous autres, on pourrait s'appeler la open source ocratie, la librocratie jusqu'à un certain point, dans le sens que ce qui est libre, ça nous permet d'avoir les mains en dessous du hood. On est capable de faire les modifications dont on a besoin pour ajuster que nos gouvernes, nos outils de gouverne, privés, personnels, mais aussi social, en soi, qui vont vraiment dans le sens de nous aider. Alors, je le sais que vous comprenez le message, je le sais que vous êtes fort, je le sais que vous avez vu la puissance incroyable de l'open source qu'on vous cache trop souvent. C'est déjà utilisé à beaucoup d'égards en société. D'ailleurs, on ne pourrait pas avoir l'Internet qu'on a là si ce n'était pas de l'open source. Alors, imaginez si on avait eu la vitesse de développement de l'Internet, mais dans tous les domaines. Je vous présente l'open source. Alors, merci tout le monde et j'espère qu'on va pouvoir se reparler sur ce sujet-là parce qu'il est, à mon sens, très fort, très porteur et tellement, mais tellement accessible. Merci à vous.